cela veut dire zone à défendre. L'expression est apparue avec la contestation du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, puis le barrage de Sivens. Des grands projets contestés, notamment par ceux qui s'appellent des zadistes. Ces militants occupent les chantiers et empêchent l'avancée des travaux au nom de la défense de l'environnement. Alors Sivens et Notre-Dame-des-Landes, c'est effectivement les deux ZAD les plus emblématiques en France. Le barrage de Sivens, on en a beaucoup entendu parler à l'automne dernier parce qu'il y a eu un mort, Rémi Fraisse, qui a été tué en octobre lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Et puis Notre-Dame-des-Landes, donc Notre-Dame-des-Landes c'est la plus vieille ZAD en France, c'est d'ailleurs là qu'est né le terme de zone à défendre. Là l'opposition est toujours là. Au projet d'aéroport au projet d'aéroport, voilà, ça fait plus de 2 ans que les zadistes occupent le site. Ils ont construit des cabanes un petit peu partout et ils ont même commencé à exploiter les terrains, à semer de quoi se nourrir. Le gouvernement, là, par contre, est extrêmement ferme. Manuel Valls a affirmé à plusieurs reprises que, de toute façon, l'aéroport allait se faire. Mais on peut se poser la question de comment, puisque pour qu'il se fasse, il va falloir expulser, les zadistes. et donc du coup il risque d'y avoir des affrontements assez violents. Alors Élise, pourquoi autant de projets sont aujourd'hui contestés de cette façon par les citoyens? Alors il y a autant de raisons qu'il y a de projets. L'un des facteurs communs à plusieurs dossiers, notamment à celui de Notre-Dame-des-Landes, c'est le facteur de temps. C'est des dossiers qui sont parfois sur la table depuis des années, voire même des dizaines d'années, et qui se sont basés sur des études qui se sont avérées fausses au fil du temps. Caduques, oui. Ou caduques. Et puis, au-delà de ça, le point commun qu'on voit à tous ces projets qui sont contestés, c'est le désir de plus de démocratie ou d'une démocratie qui est différente. En gros, les opposants disent à leurs élus, c'est pas parce qu'on a voté pour vous que vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre mandat. Et ils réclament d'avoir un droit de regard, même en dehors des périodes électorales. Donc là on est là, c'est le bord de la piste. Alors vous voyez le bâtiment, les animaux, tout, voilà, l'axe de la piste, ce serait là. Du béton sur 3000 mètres de long et 40 mètres de large, ce serait la piste nord de Notre-Dame-des-Landes. Autour, sur 1600 hectares, fermes, bocages et pâturages seraient rasés. À la place de ce bois de sapin se dresserait l'aérogare. Sylvain, agriculteur depuis 5 générations, est désormais exproprié et expulsable. Il se bat pour que ses 2 fils soient éleveurs, comme lui. On n'est pas à vendre, on ne veut pas partir. On ne vend pas 5 générations comme ça parce qu'on veut bétonner 550 hectares de terre humide. On n'est pas à vendre, donc on n'a pas de plan B. Non, on gagnera, donc on veut rester. Des dizaines de kilomètres de talus canalisant l'eau seront détruits. Enfin, les mares et les taillis abritant les oiseaux protégés, les insectes et les fleurs rares disparaîtront à jamais. Il y a une trentaine d'espèces protégées. Et sinon, il y a des espèces différentes qu'on a répertoriées. Il y en a plus d'1 millier. Je demande à Ségolène Royal d'ouvrir le dossier, comme elle a été capable de le faire lorsque l'autoroute autour de Niort voulait passer par le Marais Poitevin. Elle a été capable de s'opposer à ce tracé au nom de l'environnement. Ici, sur 80 propriétaires, 40 sont partis. 10 ont refusé toute indemnisation et 15 exploitants agricoles continuent. Joël Bizel conservera sa ferme. Mais avec les travaux prévus, ces prairies deviendront des pelouses d'aéroport. 1 hectare bétonné, c'est 1 hectare bétonné. Hein. On ne va pas le compenser comme ils ont prévu de faire à côté, dire on va compenser, on va faire 1 ou 2 hectares avec des petits animaux dessus, quelques agriculteurs pour agrémenter le tout, et tout le monde est content. Enfin, voici les squatteurs, occupant les fermes abandonnées. Ils sont une centaine, jeunes et déterminés, et présentés comme les opposants les plus radicaux. Mais l'un d'entre eux a accepté de nous parler. Ah oui. Moi, personnellement, oui, je travaille dans les champs, parce que il me dit je fais de l'action directe ici, en faisant de l'agriculture paysanne. Ici, c'est une zone en lutte et qu'il faut la défendre, quoi. La défendre physiquement contre des travaux, contre des expulsions. La Cour administrative d'appel de Nantes a donné son feu vert à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. À la sortie de la salle d'audience, les opposants au projet, qui ne cachaient pas leur déception, ont clairement annoncé qu'ils ne baisseraient pas les bras. Il y a encore des recours européens et qu'on avait une promesse du président de la République qu'il n'y ait pas de travaux, qu'il n'y ait pas d'expulsion, tant qu'il y a des recours qui sont en cours d'instruction. En attendant un éventuel recours en justice, les partisans du projet estiment que le chantier doit maintenant démarrer. Vous demandez quoi maintenant? Que les travaux commencent, que la ZAC soit évacuée dans le calme, que la démocratie est passée, le juridique est passé.
Maintenant, on est en France, il faut que les travaux commencent. Mais rien ne semble indiquer pour le moment que les opposants au projet, qui occupent la zone du futur aéroport, soient disposés à lever le camp. Cette opposition, elle n'est pas prête de s'arrêter et je crains fort que ce type de jugement ne fasse que renforcer d'ailleurs ceux qui se disent qu'il n'y a plus grand-chose à espérer dans cette France de début du XXIe siècle. Oui, mais on ne gagne pas, c'est la démocratie, la justice. Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle, était venu soutenir les opposants. Monsieur doit partir à Paris, il est en campagne, laissez-le passer. La justice s'est prononcée, c'est maintenant au gouvernement de décider s'il joue ou non la confrontation sur le terrain. Les ballons de la victoire dans le ciel de Notre-Dame-des-Landes. Les partisans du futur aéroport ont le sourire. Ils estiment à 3000 les emplois qui seront créés sur cette zone. 3000 comme le nombre de ballons qui sont lâchés sur le site. Les juges ont rejeté les 14 recours des opposants. Pour eux, l'occupation de la ZAD doit cesser. Les zadistes sont dans l'illégalité complète, dans des comportements qui sont condamnables vis-à-vis des populations, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de la ville de Nantes, quand il y a eu la grande manif. Donc c'est pas possible qu'ils restent à cet emplacement-là. Je dis simplement que le gouvernement a montré son autorité à Sivens, qu'il montre la même autorité sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes. On s'intitule les déménageurs de la ZAD. On vient faire un clin d'œil en disant il faut que vous partiez calmement, sans violence, et que pour vous aider à partir, on vous amène des cartons pour déménager. C'est tout. Que les non-violents s'expriment et que le gouvernement applique les décisions telles qu'ils ont été décidées par lui, par la justice et par la démocratie. Vive la ZAD! Merci la ZAD! Vive la ZAD! Je vous donne un carton aux zadistes là. Vous voulez pas le prendre, c'est gratuit en plus. Un mort, c'est assez, monsieur. Les paysans, vous allez virer 5 générations de paysans. On est dans un territoire qui vit avec la ZAD depuis des années. La ZAD est un territoire d'expérimentation qui fonctionne. Les gens, ils arrivent à faire des choses ici. Les gens, ils arrivent à vraiment vivre autour. Nous, on vit avec eux. On vit ici. On n'a jamais été agressé. Il ne s'est jamais rien passé au niveau agression. Les agressions, c'est ces gens-là. Ce sont ces gens-là. Uniquement ces gens-là. Le chef marmot. Ouais. C'est pour ça que les bleus sont au cimetière. On voit bien là. Bien évidemment, il y a de la déception parce qu'on a l'impression que nos arguments n'ont pas été entendus. Nous tenons tout simplement à rappeler que de nombreuses autorisations sont encore nécessaires pour le projet, qu'il s'agisse des autorisations de défrichement, des permis de construire ou encore de l'autorisation de dérogation relative aux campagnols amphibies. Les procédures d'expropriation ne sont pas terminées puisque nous avons 2 dossiers d'exploitants agricoles dont nous avons eu la notification d'un passage le 20 novembre 2015. Donc c'est pas pour demain. Donc je demande le respect de la procédure juridique. J'attends que ça se finisse et puis que l'aéroport arrive. Moi, ça ne m'apporte rien, parce qu'à l'âge que j'ai, j'en ai rien à faire, mais c'est pour les jeunes et puis pour ceux qui viennent derrière. Hein. À Notre-Dame, on n'a rien du tout. À Notre-Dame, on n'a qu'une usine, on n'a plus rien. Il y a juste quelques maisons qui se construisent, et puis c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont que de passage. On n'a plus qu'une petite épicerie, puis il y a une boulangerie, il y a un café, c'est tout ce qui... Je suis paysan. Et je suis fier d'être paysan. Parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la terre et nourrissent les humains. Donc il faut bien comprendre que ce que nous faisons, en soignant la terre et en aimant la terre, c'est une action et une mission la plus belle qui soit. L'agriculture industrielle était probablement la manière la plus désastreuse que l'homme ait trouvée pour produire sa nourriture. À l'époque où Pierre le disait, ça paraissait un peu farfelu, mais aujourd'hui c'est tellement évident. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole. Maintenant, on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme et on doit légitimement se protéger. Mais je ne crois pas du tout à la lutte qui serait simplement dans les éclats de colère.
Je crois que la lutte aujourd'hui, ça doit être dans je fais. Et quand j'apprends à un paysan à soigner la terre, ben pour moi c'est une victoire. Et quand je parle au nom de la terre, je parle pas seulement au nom de Pierre Rabhi. Pour gagner, on a besoin de 3 choses. De la résistance, de la non-coopération et de la construction. Et du coup, là, aujourd'hui à Pau, on s'inscrit dans la résistance, mais peut-être que demain, en allant batailler auprès d'une commune pour qu'elle désinvestisse des énergies fossiles, là, je serai sur le volet coopération. Et dans 3 mois, quand j'irai faire du woofing dans une ferme en agriculture bio, je serai sur la construction. Mais les 3 sont liés et il ne faut pas les opposer, en fait. On a une priorité sur laquelle, une bataille qu'on a à gagner, c'est la bataille climatique, parce que cette bataille-là, elle se joue qu'une fois, et le sort de cette bataille-là va décider de plein de batailles, de beaucoup de batailles sociales et aussi environnementales à côté. Si on veut essayer de résoudre ce problème global, on a des batailles très très concrètes à gagner. Et par exemple, ici à Pau, pour nous, c'est une bataille concrète à gagner, qui est de bloquer ce sommet, de mettre un gros coup de projecteur sur ça. Moi, je m'inscris dans le registre de la non-violence, parce que c'est le seul registre d'action qui, pour moi, permet d'allier radicalité et soutien de l'opinion publique. Et l'opinion publique, c'est important parce que si on veut la gagner, cette bataille du climat, c'est pas en restant entre le petit cercle d'activistes qui est déjà engagé sur ça que ça va marcher. Une action sans médias, une action sans communication et après sans impact médiatique, il y a très peu d'impact. Clairement, c'est du travail tous les jours. Il s'agit d'un mode de rébellion pacifiste contre un système oppressif et délétère pour la démocratie, un système corrompu, un système gouverné par des escrocs. Donc le symbole de ce système, c'est l'édification d'un stade, un stade de foot. Ce principe ZAD, le bébé ZAD comme on l'appelle un petit peu entre nous, est en train de grandir. Il y a plein d'autres mouvements qui sont antérieurs à nous et tout ça, du moins le Larzac, des choses comme ça, où déjà le point des terres pour protester qui existe déjà. Mais avec Notre-Dame-des-Landes, la reprise des terres d'octobre de l'année dernière, cette idée a vraiment germé, donc où le Dessine s'est créé, ou même après d'autres dans l'année se sont créés ou quoi que ce soit. Là-bas derrière, il y a la maison qui au départ était une toute petite cuisine. Une toute petite cuisine, c'est devenu une salle où on se réunit, où des gens dorment, on l'appelle la salle des fêtes, on cuisine là aussi, on conserve la bouffe là aussi. Et puis contact comme ça avec les arbres, et on va dire une pseudo-nature, une bulle de nature au-dessus de Lyon, sans électricité, à vivre sous des tipis, tu vois, le tipi c'est bon délire aussi, c'est quand même quelque chose de super ancestral, super tribal quoi. Quand tu arrives dans un tipi, que tu poses tes pompes, tu vois, tu sens, t'es autour du feu, tu vois, ça soulève des choses en toi, peut-être que t'as jamais vécu ou peut-être que t'as vécu, mais ça prend quelque part au trip, c'est sûr. Après, comment ça s'organise, c'est pas évident. Entre les rencontres, les gens qui passent, les gens qui restent, la convergence des idées, la convergence des luttes. Notre premier combat déjà à la base, c'est déjà s'entendre tous ensemble. Aujourd'hui, c'est 66 000 hectares par an de terres agricoles qui disparaissent chaque année. Ça fait 160 hectares par jour, c'est énorme. En Rhône-Alpes, c'est 4 000 hectares par an qui disparaissent chaque année. Et avec ce stade, ça va être plus de 100 hectares de terres agricoles qui disparaissent sur la zone du Vévet. Dans ces rapports de force qui s'installent au fur et à mesure, puisque les zones périurbaines sont vraiment convoitées par des rapaces financiers et boursiers, si je puis dire, l'agriculture peine à faire entendre sa voix. Aujourd'hui, sûrement dans cette salle, il y a des habitants de Dessine qui commencent et qui se prennent un petit peu de pleine face les réalités de ces lobbying financiers. Et ces lobbying qui dénigrent l'homme, qui dénigrent les liens sociaux, qui marchandisent de plus en plus tous les rapports humains et les sociétés. Je pense qu'il est essentiel de comprendre que derrière cette question de l'OL Land, de ce grand projet de stade,
se pose la question de l'intérêt général. Parce que comment se fait-il que l'OL Land, en 2 ans, arrive à se faire reconnaître d'intérêt général, sans aucun regard des citoyens, alors que l'agriculture paysanne n'est toujours pas reconnue d'intérêt général, et que dernièrement, Bercy, donc le ministre des Finances, déclare les AMAP comme des associations à but lucratif parce qu'elles favorisent une filiale économique. L'agriculture paysanne est donc une filière économique comme les autres. C'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Je vais pas détailler les enjeux de l'agriculture paysanne et de l'agriculture en zone périurbaine. J'aimerais vraiment insister sur le cadre de l'intérêt général. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, peut-être si on demande aux jeunes, notamment aux jeunes générations, à Villeurbanne, à Vanvelin, à Lyon, serait-il pour le grand stade? Sûrement que oui. Pourquoi? Alors qu'on ne sait même pas ce qu'on mange dans nos assiettes. Il y a un gros travail à faire et à réorienter nos sociétés et ses valeurs. Les rencontres, les gens qui passent, les gens qui restent, la convergence des idées, la convergence des luttes. Notre premier combat déjà à la base, c'est déjà s'entendre tous ensemble. Alors par rapport aux forces de l'ordre, actuellement elles sont là pour nous protéger face à une bande de riverains complètement dépassés, surexcités, en plein pétage de plomb, excusez-moi du terme, puisque nous avons fait venir une famille de Roms. Ça s'est fait super rapidement en fait. Après ça fait quelques mois qu'on y pense. Ouais, même depuis décembre on y pensait. Que nous aussi, voilà, on est dans la rue aussi pour faire la manche, pour faire les... Donc moi je suis artiste de rue, voilà, je propose des spectacles de rue, je propose des cours de bolas, de jongle et tout ça. Donc on connaissait quelques Roms qui connaissaient notre campement. Et puis donc du coup il y a une semaine, pas tout à fait une semaine maintenant, on a eu 3 familles de Roms qui sont arrivés devant notre barricade en bas et qui ont fait on ne sait plus où dormir, on dort dans nos voitures avec nos femmes, nos enfants. Est-ce qu'on peut s'installer sur votre espace vert qui est devant votre barricade sans nous demander est-ce qu'on peut rentrer dedans? On a fait ok, pas de soucis, sachant que voilà, on a essayé de discuter avec eux, leur dire plus ou moins les pseudo-conditions. Le principe de vie ici sur la ZAD, c'est un principe de vie de partage. Une récupération est partagée entre tout le monde, on fait de la nourriture collective. On fait des grosses popotes collectives, quoi. On partage ce que eux récupèrent, ce que nous on récupère, on le met tout en commun, que ce soit les vêtements même, que ce soit donc la nourriture, que ce soit les sourires, la musique, notre culture. On leur en parlera et on agira totalement comme le fait de bruit. Tous les soirs, il y a une milice qui s'est créée juste en bas de personnes qui sont totalement hors d'elles en fait, et qui d'ailleurs qui n'ont pas de réelle raison valable de se mobiliser, étant donné qu'il n'y a aucune violence, il n'y a aucun souci avec ces personnes-là. Malheureusement, il n'y a que des a priori et des préjugés. Alors que jusque-là, on n'avait aucun souci avec ces riverains qui étaient bien contents qu'on protège leurs terres. Et je tiens à préciser que ces familles-là qu'on est en train d'héberger partagent tout ce qu'elles ont avec nous et elles ont du mal à accepter quelque chose. Elles ont même refusé de monter au camp très longtemps parce qu'elles ne voulaient pas qu'il nous arrive de soucis. Au moins, nous, on aura accompli notre acte pour nous, quoi. Notre acte, ouais, c'est sûr qu'on est dans une lutte contre un stade, mais après défendre, parce que personne n'est d'ici. On vient tous des 4 coins de la France, personne n'est de Lyon là qui défend la zone. Après se dire l'agriculteur qu'on défend, les citoyens qu'on défend pour pas qu'ils aient cette route, parce qu'il y a 2-3 familles de Roms qui sont là, on se fait cracher dessus, on se fait lyncher, il y a d'autres luttes à mener en France, désolé Pachamama, désolé, mais on reviendra peut-être différemment. On ne peut pas faire d'amalgame, se dire non, comprenez, nous on a une zone à défendre, ça reviendrait à dire exactement comme les voisins, de dire non on veut pas de vous parce que nous, moi j'ai un salon de jardin à défendre. Maintenant, les cambriolages, si on fait une statistique depuis que les Roms sont là, est-ce que les cambriolages de Dessines ont augmenté? Est-ce que l'insécurité a augmenté? Est-ce que les gens ne peuvent pas se balader et manifester comme ils veulent? Est-ce qu'on les a agressés?
Personne. Nous, on vous laisse vivre. Laissez vivre les gens, c'est tout. Ce soir, le discours il a été constructif finalement. Vu que les forces de l'ordre ne sont ni intervenus et ils sont beaucoup moins nombreux qu'hier. Et puis qu'il y a beaucoup plus de discussions. Et que les zadistes, les Roms, comme là Diego derrière, est en train de discuter avec les personnes, les riverains. Je pense qu'on va réussir dans la communication. Depuis plus d'un an, les zadistes occupaient des terrains municipaux et privés dévolus à Hohenland. L'accueil récent de familles roms sur le site avait soulevé la grogne des riverains. Nous ne prévoyons pas l'arrivée massive de Roms chez nous, nous n'organisons pas de l'arrivée de Roms massive chez nous, nous ne prévoyons pas de les loger dans un laps de temps long, nous prévoyons de leur donner juste assistance en attendant de leur trouver un lieu digne et sécuritaire pour leurs enfants. Chaque soir, depuis une semaine, des riverains se rassemblaient à l'entrée du camp retranché pour manifester leur hostilité aux Roms, une situation qui devenait explosive et que la mairie a voulu régler au plus vite. On est bien content qu'il n'y en ait plus, parce qu'on ne sait jamais à la nuit. Mais enfin, je vous dis, ils étaient dans les bois, on ne les voyait pas. J'ai toujours affirmé que Dessines ne serait pas un substitut du démantèlement du camp de Vaux-en-Velin, donc c'est le cas aujourd'hui, et je compte bien que cette situation perdure concernant notre commune. Concernant les zadistes, je dirais qu'ils vont mener leur combat et leur militantisme hors Dessines. Ce soir, la totalité du camp a été détruite, les Roms sont dans la nature et les services de mairie font... Les zadistes occupent des zones d'aménagement différées de grands chantiers afin de contester la destruction d'espaces naturels impactés par ces constructions. Ils veulent une meilleure concertation dans les études d'impact et de projets. Ils veulent l'approbation en concertation d'études alternatives à ces projets. En revanche, la vocation lucrative du capitalisme n'intègre-t-elle pas en dommage collatéral exigible à son développement la soumission ou l'annihilation de la nature, de toute vie plus faible que lui qui fasse obstacle à sa volonté, à ses projets? Deux visions de société où l'état de nature d'un Jean-Jacques Rousseau chercherait sa défense face à l'ambition d'un Voltaire en éternelle connivence des puissances de son temps. Un stade dans lequel nous avons essayé d'intégrer un certain nombre de vies permanentes de fonctionnement, et on va y trouver non seulement le stade que je décrirai tout à l'heure, mais un parc et un complexe entièrement dévolu au loisir, au sport spectacle et à la détente, dans lequel on va retrouver deux hôtels, un centre de loisirs, un centre médical dédié au sport, un centre de remise en forme, des immeubles de bureaux et une cité des entreprises et de l'incentive qui va permettre d'avoir une approche non seulement B2B, business to business, mais aussi B2C, business to consumer, donc consommateur, vers le grand public. Il y a des clubs qui ont des émirs, il y a des clubs qui ont des oligarques. Tous les clubs n'ont pas des émirs et des oligarques. Et ce qui est important, c'est ce que je disais ce matin à l'équipe, c'est que par-delà ce que peut représenter l'apport d'un investisseur à tel moment qui est bienvenu, quel que soit son statut, il est important de se doter de structures qui peuvent résister à tel ou tel désinvestissement qui peut se produire dans ce type de situation. C'est ce que vous êtes évidemment en train de faire ici. Il y a un projet durable et je veux aussi apporter mon soutien à cette notion de fair play financier soulignée par Rummenigge, lancée par Michel Platini, qui fait partie intégrante, je crois, de ce concept global d'un football qui soit socialement accepté au-delà même de sa popularité. Déménager le stade de Gerland pour qu'il vienne à Dessines, c'est complètement une connerie. La question à se poser, c'est pourquoi l'OL veut déménager sur Dessines et pourquoi ils veulent venir sur Dessines. Parce qu'ils veulent investir des terrains qui sont communaux. Il y a 50 hectares de terrains communaux qui pensent racheter à 40 € le mètre carré et revendre à tous leurs petits copains pour construire hôtels et autres ou bureaux à 300 ou 400 € le mètre carré. Donc voilà, pour 3 hectares, on gagne à peu près 10 millions d'euros. Donc imaginez pour 50 hectares ce que l'OL peut gagner comme argent dans la revente, uniquement dans la revente des terrains. Alors les moyens de déplacement sont vraiment pas à la hauteur pour Dessines. L'OL nous annonce une accessibilité meilleure à Dessines qu'à Gerland. On se fout vraiment de la gueule des gens. Puisque l'accessibilité à Gerland, on peut le rappeler quand même, il y a le métro qui continue maintenant sur Oulin,
Il y a un tramway qui va arriver à 200 mètres des portes du stade et il y a maintenant aussi une gare qui va être inaugurée ce soir. Au niveau de l'environnement, c'est un non-sens écologique total ce projet. On a 56 hectares qui vont être passés de terre agricole à terre construite. C'est contraire au Grenelle de l'environnement qui dit qu'il faut préserver le maximum de terre agricole. Le grand bâtiment du grand stade va faire 60 mètres de haut, va occuper 6 hectares et il va couper complètement le V-vert de sa liaison entre les 7 chemins et le grand large. Donc on ne voit pas du tout comment aujourd'hui, au niveau écologique, les animaux, les renards, les blaireaux vont pouvoir transiter du grand large jusqu'à l'autre bout du V-vert. Les blaireaux vont pas prendre l'autoroute ? Non, alors on nous explique qu'effectivement ils vont prendre le grand mail planté réservé aux piétons de 150 mètres de large. Moi personnellement, j'ai jamais vu encore un blaireau occuper une zone totalement urbanisée et même bien aménagée. On est prêt à aller au tribunal et à faire valoir nos droits. Notre but aujourd'hui, c'est qu'enfin on puisse avoir un vrai débat public officiel où tout le monde pourra s'exprimer et puis on se pliera aux conclusions de ce débat public. En 2006, le candidat à la présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy, rendit visite à l'Olympique lyonnais, alors multiple champion de France, invaincu. Dans la foulée, il se rendit à la ville de Décines-Charpieu pour faire sa campagne présidentielle dans une commune représentative de la région lyonnaise. Décines, c'est aussi la ville qui allait concéder son foncier classé agricole et naturel à la construction du grand stade de l'Olympique lyonnais, en plein champ, quelques années plus tard. C'est fantastique, merci de m'avoir reçu comme ça. Salut Jean-Michel, allez, bon courage, au revoir. Saint-Nicolas Sarkozy, l'Euro 2016, la déclaration d'intérêt général des projets de stade alloués, l'Olympique lyonnais posait la première pierre de son stade en plein champ à Décines, le 12 novembre 2013. Anthropocène, où l'activité humaine change le paysage géologique, où la construction change la vie des paysans qui faisaient le paysage, et la vie des gens qui habitaient et fréquentaient ce paysage, où l'urbanisation mesure la vie à la dépense et à l'utile, qu'elle définit dans ses plans d'urbanisme. Autre des mesures à ces projets, la question du crédit. Qui sait de cette capacité à présenter projet, à convaincre, tant les banquiers pour obtenir un financement que les gens pour gagner leur consentement? Question. 6 zadistes demandaient un crédit bancaire pour construire une grange au bord des bois ou pour réparer une machine agricole. Aurait-il son crédit? 6 zadistes se présentaient aux élections défendant un mode de vie écologiste en symbiose avec l'environnement naturel et ses semblables. Obtiendrait-il audience? Quid du banquier? Quid des citoyens? Quid du réchauffement climatique? Les Lyonnais admirent leur nouveau stade de l'Olympique lyonnais. À Nantes, la consultation publique conforta le modèle social porté par le projet de nouvel aéroport, malgré la destruction du bocage, de la zone humide et de la très belle réserve agricole naturelle de Notre-Dame-des-Landes. Malgré l'éviction des paysans qui veulent rester à leur pays, à leur paysage, à leur terre, à leur ferme, à leur vie. OL-Land, Stade des Lumières, Parc Olympique Lyonnais, 3 noms pour un même projet et près de 10 ans pour que le stade devienne réalité. 23 février 2007, coup d'envoi officiel du stade à Décines. Ce jour-là, Pierre Crédose, le maire, Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL, et le président du Grand Lyon, Gérard Collomb, présentent ensemble pour la première fois à la presse le projet, le calendrier. La communauté urbaine a confirmé par le biais de Gérard Collomb que le permis de construire pourrait être décerné dans moins d'1 an. On a bien sûr tout à fait non seulement l'envie, mais la possibilité de respecter juillet 2010. Mais comme dans tout grand projet, il peut y avoir des retards. Quelques mois plus tard, en juillet, les élus du Grand Lyon sont réunis pour modifier le plan d'urbanisme, étape incontournable pour construire le stade. Et déjà,
Les opposants au projet lancent leur première contre-attaque. Carton rouge, l'association emblématique des antistades occupe le terrain. À l'automne, plus de 500 personnes, habitants de Dessines et des communes avoisinantes, défilent dans les rues de la ville. Les élus de tous bords politiques ouvrent le cortège. Nous ne voulons plus Hollande. On l'a jamais voulu de toute manière. On nous l'a imposé. La mobilisation est payante. Les 2 premières enquêtes publiques pour la révision du plan d'urbanisme se solderont par des avis négatifs. Les opposants marquent des points. La justice leur donne même raison quand en 2009, elle annule les procédures administratives. Le projet patine, l'ouverture du stade est reportée de 2 ans. Congratulations to the French. 28 mai 2010, l'UEFA attribue à la France l'organisation de l'Euro 2016 de football. À partir de là, les promoteurs du stade reprennent l'avantage. Le projet est relancé. Les députés profitent de la loi sur l'économie du tourisme pour faire passer un amendement. Les stades pour l'Euro sont désormais d'intérêt général. Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des Sports ainsi que les équipements connexes sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations. En mai 2011, OL Land est déclaré d'intérêt général. Dès lors, tout s'accélère. Sur le site du Montou, à Dessines, les premiers sondages du sous-sol commencent. Les expropriations, 80 au total, sont légalement possibles pour réaliser les voies d'accès et les parkings du stade. Le plan local d'urbanisme est enfin révisé. Le maire de Dessines signe le permis de construire le 3 février 2012. Le permis signé. C'est les fameux 200 millions. Aujourd'hui, l'avocat des opposants en est convaincu. Sans l'Euro 2016, l'Olympique Lyonnais n'aurait pas construit son stade à Dessines. C'est totalement mon sentiment parce qu'il n'y avait pas de motif d'intérêt général. Il n'y aurait pas eu la loi d'exception qui a permis de faire ce projet. Je ressens que lorsqu'il y a un message fort du gouvernement qui dit « ce projet, c'est un projet trop important », eh bien, la justice a du mal à annuler. On est quand même devant ces situations. Et on a vu, dans ce dossier et dans quelques dossiers périphériques, des revirements de jurisprudence du Conseil d'État assez extraordinaires qu'on n'aurait pas cru il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Il faudra attendre juillet 2013 pour que l'OL boucle le financement de son stade. Jean-Michel Aulas posera la première pierre le 12 novembre. Les travaux pourront réellement commencer. Pourtant, pro et anti-stade continuent à s'affronter sur le terrain juridique, mais pas seulement. Philippe Laya, un des agriculteurs expropriés, mène le combat contre le Grand Lyon. Il estime que ces terres valent plus d'1 euro le mètre carré et surtout, il refuse que son exploitation soit coupée en 2. Ça m'empêche d'aller travailler mes terres, d'aller passer le cover crop, donc on va être à l'automne pour pouvoir faire mes semailles, pour semer mon blé. Donc c'est un handicap. Riverains du parc olympique lyonnais, les fondateurs de Carton Rouge ont vu le stade s'élever et pourtant, ils n'ont pas le sentiment d'avoir totalement perdu le match. Le combat, on l'a gagné aussi, c'est par rapport au temps. L'OL aurait dû jouer le premier match en 2010. Aujourd'hui, on est à la porte de 2016 et le stade n'est toujours pas ouvert. Et puis aussi, on a gagné un appui avec la mairie de Dessines, puisque aujourd'hui, ils ont pu quand même gagner sur de nombreux budgets, nombreux tableaux. Par exemple, la vidéoprotection qui devait être payée complètement par Dessines. Vous le trouvez comment ce stade? Vous en êtes fier là, quand vous le voyez, enfin physiquement? Il est impressionnant. Impressionnant lorsqu'on le voit de l'extérieur, parce qu'il y a une architecture à la fois forte et élégante, et puis en même temps impressionnant lorsqu'on voit le terrain. Là, on s'aperçoit quelle est la différence entre le spectacle qu'on avait à Gerland, puisqu'on va avoir ici, ça change évidemment du tout au tout. Là, on va pouvoir apprécier le jeu de manière extraordinaire. C'est presque le double de capacité, en fait, on est quasiment plus proche du terrain.
on est très proche du terrain. Et quelle que soit la place où l'on est situé, on a une vue sur le terrain qui est absolument parfaite. On a vu un certain nombre de stades où il y avait des piliers. Ici, on est dans le stade à l'anglaise avec une vue impressionnante sur le terrain. Je crois que les spectateurs lyonnais qui vont venir samedi vont être absolument impressionnés, enthousiastes par ce nouveau stade. Jean-Michel Aulas, on va reparler un peu du montage financier de ce grand stade qui n'a pas été sans difficulté. On va rappeler que c'est un lieu ici, c'est un lieu entièrement privé que vous avez construit sur des fonds privés avec l'argent de la cotation en bourse, avec de l'emprunt bien évidemment. Combien ça a coûté au final? La facture globale de ce stade, c'est combien? Donc en fait, sur la partie parc et le stade, l'enveloppe globale est de 450 millions d'euros. On y a rajouté aux 405 millions d'origine, d'une part le centre d'entraînement, d'autre part l'académie nouvelle qui a été construite juste à côté, qui est en finition actuellement. Et donc on est passé de 405 à 455, mais dans un programme qui a été délimité, en temps et en heure, et surtout avec un budget qui n'a pas été dépassé puisqu'on est à l'intérieur du budget initial, ce qui est tout à fait formidable. Et le premier acte fondateur, c'est le fait que ce stade soit d'intérêt général. Il y a eu l'Euro 2016 qui a permis aussi de créer un certain nombre de réflexions stratégiques. Et puis il y a l'Europe. On voit bien que partout en Europe, ce style de réalisation permet au football européen de se développer. Et donc non seulement pour la métropole, c'était une opportunité tout à fait heureuse, mais c'est une opportunité aussi pour l'Olympique Lyonnais et surtout pour le football français. On va accueillir toutes les grandes compétitions de football, mais aussi de rugby dans ce stade. Et donc il fallait un aménagement urbain, un aménagement des infrastructures qui soit à la concentration en fait de bonnes relations entre les collectivités, l'État et puis le privé. C'est toujours là que l'emploi se trouve le plus performant quand il y a la rencontre et les synergies entre ces groupes. Si je peux rajouter un mot, aujourd'hui tous les stades qui ont été construits en France sont terminés. Et donc on peut comparer ce que cela coûte aux collectivités locales. Et on s'aperçoit que celles qui ont construit directement leur stade ou qui sont dans un partenariat public-privé, donc les fameux PPA, ça leur coûte très cher. Ils se sont endettés pour 30 ans à hauteur considérable. Tandis que là, les choses étaient claires. Il y avait d'un côté l'investissement de la collectivité locale et puis de l'autre côté l'investissement de l'Olympique lyonnais. Et donc on savait les uns et les autres où on allait pour l'avenir. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas forcément une mauvaise affaire pour la collectivité. Alors un des reproches qui a été fait lors du montage de ce projet, c'est notamment que, Gérard Collomb, vous allez y répondre, vous auriez bradé les terrains en les vendant 10 fois moins cher que leur valeur réelle. Mais ce n'est pas du tout vrai. Si vous voulez, il y a une évaluation qui est faite par l'administration du prix du terrain. Ce que disent les opposants, ils prennent le terrain brut tel qu'il était. Et si on se souvient de ce qu'était le Grand Montou il y a quelques années, évidemment que c'était un terrain qui n'était pas du tout valorisé. Et puis ensuite, ils prennent le coup après construction et réalisation. C'est comme si vous disiez pour un immeuble de bureau, je prends le coût du terrain et je regarde après quelle est la valeur. Évidemment, une fois qu'on a construit, c'est beaucoup plus important. Enfin, c'est l'équivalent d'un département français qui disparaît au profit du béton tous les 10 ans. À un moment donné, même dans ma bulle de nature en Ardèche, j'en ai pourquoi 10 ans, 20 ans, 30 ans avant qu'ils me fassent un autoroute en plein milieu. Ouais, il y a une Eh, tu viens mon gars? Civilisation ou quoi que ce soit, toujours eu des portes d'entrée comme ça en arche ou quoi. Donc puis tout un symbole fait en palette, toujours voilà, c'est de la récupération. Donc la salle des fêtes, voilà, donc qui est l'ancienne cuisine, c'est devenu donc la salle des fêtes, donc du coup parce que c'est là où on accueille quand on fait des concerts, quand on fait des journées de pluie, voilà, parce qu'on peut jouer à la pétanque dedans, c'est là où on a fait l'expo photo en ce moment, on a fait une annexe en fait de la bibliothèque, enfin voilà, donc c'est notre salle des fêtes en gros. Le frigo c'est tout simple, donc on a creusé jusqu'à à peu près 1m20, 1m30 sous la terre, parce que donc du coup cette argile nous permet d'avoir une isolation naturelle.
Donc il dit l'isolation naturelle, c'est-à-dire à peu près, c'est, on va dire, dans l'ordre de 10-12 degrés. Donc ce lieu, c'est la maison. C'est, on va dire, la petite fierté du camp. Parce que c'est une construction donc en toit auto-porté. Voilà, où on peut voir que les perches tiennent les unes sur les autres en équilibre. Et c'est le poids qui revient sur le milieu, qui cale le tout. Vraiment, c'est auto-porté. Il n'y a pas de poutre au milieu. Et donc voilà, c'était le lieu chauffé du camp. C'est vraiment le lieu où on a passé l'hiver dedans. Donc c'est nos toilettes. Donc c'est le principe des toilettes sèches, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'utilisation d'eau. Et c'est la méthode la plus ancestrale qu'on connaisse, qui est utilisée bien avant nos toilettes à 20 litres d'eau et tout ça. Donc ça s'appelle la friperie. C'est un endroit où il y a, comme on peut voir, énormément de vêtements qui sont à disposition. Voilà, tu as besoin d'un t-shirt, tu viens, c'est d'une chemise, tu prends. Voilà, c'est friperie, quoi, prix gratuit. Donc voilà, donc là c'est la bibliothèque, donc comme on a la friperie avec tous les stocks de fringues, puis ici on a tout le stock de nos livres, encyclopédies, dictionnaires, on a même des dictionnaires espagnols, français, des choses comme ça, donc c'est un des premiers lieux aussi qui a été créé ici. Ce principe ZAD, le bébé ZAD comme on l'appelle, un petit peu entre nous, est en train de grandir. Il y a plein d'autres mouvements qui sont antérieurs à nous et tout ça, du moins le Larzac, des choses comme ça, où déjà le point des terres pour protester qui existe déjà. Mais avec Notre-Dame-des-Landes, la reprise des terres d'octobre de l'année dernière, cette idée a vraiment germé, donc où le Dessines s'est créé, ou même après d'autres dans l'année se sont créés ou quoi que ce soit. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ces 7 dernières années, en place et lieu d'un projet d'aménagement capitaliste. Quand on ne s'est jamais rendu sur place, c'est difficile de s'imaginer l'ampleur de la zone. La ZAD s'étend sur environ 10 km de long et 2 km de large, ce qui fait environ 2000 hectares de bocage, de routes et de fermes, de maisons d'habitation, de yourtes et de cabanes, de bois et de friches, de hangars et de mares, etc., etc. La zone est habitée d'une 60aine de lieux de vie très divers, et habitée par des personnes, des familles, des collectifs, très différents les uns des autres. Tout a commencé par un projet d'aéroport, et par quelques irréductibles habitants qui avaient décidé qu'on ne la leur ferait pas. Conscients qu'un territoire vidé de sa population est un territoire facile à conquérir, ils ont lancé en 2008 un appel à venir occuper la zone. On habite ici depuis 1970, à travers un projet d'aéroport. C'est en 1974 que ça a commencé. Ça a été remis un petit peu à l'ordre du jour. On avait entendu parler un petit peu avant, il y avait des vagues bruits qui couraient. Ensuite, jusqu'en 92, si ma mémoire est bonne, on n'en a pas été question. Et c'est sous le gouvernement Jospin que ça a été remis à l'ordre du jour. Le projet de nouveau est apparu, est revenu sur le tapis, à l'initiative du maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui prétendait que Nantes-Atlantique allait être saturé, le survol de Nantes c'était un danger, enfin bon, voilà. On s'est aperçu que tout seul on n'arriverait pas à gagner contre Vinci et l'État, donc on a fait un appel en demandant à ce que tout le monde vienne de France et même d'ailleurs vienne nous aider, vienne habiter, vienne occuper les lieux et tout, donc c'est nous qu'on a fait cet appel, et avec les culs de plomb. Et enfin c'était même pas les culs de plomb, c'était des habitants qui résistaient, une autre assoce qu'on avait fait avec des habitants du coin. Et donc on a fait cet appel, et cet appel n'a pas trop bien marché la première fois, et le deuxième coup c'était au Corps Climat. Il y avait beaucoup de monde et tout, et là, à partir de ce moment-là, il y a des personnes qui sont restées sur place et tout. Donc, ma première réaction, ça a été quand même un petit peu la méfiance, parce que c'était vraiment
C'était pas du tout même vie que nous, tout ça, donc la collectivité, les machins, tout ça, j'avais pas trop l'habitude à ça. Et puis donc petit à petit, on a commencé à aller sur les lieux, à faire connaissance, et des personnes sont venues ici, tout ça, on s'est aperçu qu'on avait des points communs. Et petit à petit, ben, ça s'est fait comme ça, et après, jusqu'aux expulsions, c'était comme ça, on essayait de faire des liens avec les personnes de la ZAD et puis les habitants, enfin, tout ça, petit à petit on s'y est mis, et après on a commencé à connaître de plus en plus de monde, et on s'est aperçu que c'était pas les méchants qu'on pourrait croire quand tu connais pas, qu'ils étaient tout à fait ordinaires, très sympas, et puis qu'il y avait sûrement quelque chose à faire avec ces personnes-là. Puis c'est ce qu'on a fait, puis le résultat est là, c'est qu'on est ensemble. Bonjour, ici on est sur le toit de la future auberge du Limambou. Donc le village du Limambou, c'est un village de la ZAD qui est sur le tracé du futur projet d'aéroport. Et dans ce village, il y a des irréductibles habitants qui résistent, dont font partie Claude et Christiane. Ils font partie de ces habitants qui, dès 2008, avaient appelé à occupation et avaient appelé des gens d'ailleurs à venir vivre sur la zone pour empêcher les travaux et pour empêcher le projet d'avancer. Depuis ce moment, depuis qu'ils ont appelé à occupation, ça fait plusieurs années qu'on s'organise ensemble, notamment autour des questions d'autonomie alimentaire, et qu'on partage ensemble un jardin, une activité de petit élevage vivrier. Depuis aussi des années, ils sont l'objet de procédures d'expulsion. Du coup, il y a une série de procès à répétition à leur encontre depuis 3 ans. Et cette espèce de longue série noire judiciaire a abouti à leur expulsabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu un rendu le 14 mai qui les déclare expulsables de la maison qu'ils habitent depuis plus de 15 ans, expulsables sous 18 mois. En réponse à cette décision de justice, et aussi pour prolonger les niveaux de l'autonomie alimentaire et le partage matériel qu'on met en œuvre avec Claude et Christiane, on a décidé de lancer ce chantier qui consiste à rénover l'ancienne écurie qui nous servait jusqu'à présent de labo et de lieu de stockage pour en faire une conserverie, une salle de banquet et une très grande cuisine. Ce chantier, c'est une réponse à tous ceux qui veulent expulser les habitants de la zone. Et c'est une démonstration en acte qu'on se projette ici sur le long terme. C'est aussi une manière pour nous d'aider des habitants qui, depuis des années, du fait du projet, n'ont plus de perspective ici et par conséquent ne parviennent pas à investir dans des chantiers ou à améliorer l'ordinaire. Donc pour nous, ce chantier, c'est une manière d'inscrire durablement la résistance et d'affirmer avec Claude et Christiane qu'on restera ici jusqu'au bout. On a pu couvrir 4 000 € de dépenses du chantier, que ce soit les ardoises, l'achat de ciment, etc. Ensuite, il y a des gens du coin qui ont ramené des choses qu'ils avaient en vrac chez eux, en rab. C'est venu compléter, mais quand même, le gros des frais de chantier, c'est de l'achat collectif neuf ou d'occasion. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire quelque chose de très beau, que ça se voit que c'est vraiment rénové, pas juste rajouter 3 tôles vite fait, de vraiment marquer quelque chose, que ça se voit quand tu passes devant la maison, qu'elle n'a plus rien à voir avec avant, et que du coup ça renforce le geste d'affirmation politique de la construction. Et puis il y a le bois aussi. Alors le bois, ah oui j'ai oublié le bois. Le bois, une partie majeure du bois d'œuvre, il a été coupé cette année sur la ZAD dans le cadre de la campagne Abracadabois. Et du coup, c'était la première année qu'on s'organisait collectivement pour faire du bois d'œuvre. Et puis il y a une scierie d'un comité de soutien du Limousin qui est venu cet été, avec laquelle on a débité un certain nombre de sections qui viennent ravitailler différents chantiers de la zone, parce qu'il y a de multiples chantiers sur la zone, pas que celui-là, mais différents chantiers de la zone, dont celui-là.
Sur les dynamiques agricoles, mais aussi tout un tas de dynamiques ici. Il y a un truc de partage. Du coup, sur les trucs agricoles, on partage les terres. Tous les ans, on se répartit les terres entre les gens qui ont des projets de culture. Et l'autre outil collectif, c'est la curcuma, du coup, qui s'occupe de réparer les machines, qui sont disponibles après formation, évidemment, qui sont disponibles pour tout un chacun qui a envie de cultiver de manière mécanisée ici. Et tout ça marche avec une caisse collective aussi de pouvoir avoir de l'argent pour les différents projets, ce qui est assez peu comptabilisé. On ne regarde pas si un projet est rentable, est-ce qu'il ramène autant de pognon qu'il en a pris ou quoi. Il n'y a pas de comptabilisation de ça, du coup on n'a pas trop d'enjeux à la rentabilité, quoi. Du coup ça offre la possibilité à plein de gens de venir cultiver et tout. Il n'y a pas besoin de formation agricole, la formation on l'a fait sur le tas, on l'a fait entre nous, on est beaucoup dans des trucs d'auto-formation et ben il n'y a pas besoin de se taper 2 ans de cul sur une chaise à apprendre de la comptagisation et je ne sais quel autre truc pour pouvoir accéder à des terres, des machines et pouvoir cultiver, essayer, expérimenter, se planter ou pas, se lancer dans plein de trucs un peu fous. La curcuma, ça veut dire? La curcuma, c'est coopérative d'usure, de réparation, de casse et d'utilisation de matériel agricole. C'est beaucoup d'usure et de casse et de réparation. Mais il y a aussi l'utilisation. Alors à la fin des expulsions en hiver 2012, il y a eu un appel de Sainte-Azade à venir occuper les terres pour résister sur place, sur le terrain, durablement. Et du coup, on est un petit groupe de personnes à avoir eu envie de s'installer ici. On n'habitait pas très loin. Et avec l'idée de cultiver du blé ici pour alimenter les boulangeries de la ZAD et aussi pour alimenter le pain pour une cantine à Rennes, à la maison de la graine. Et donc voilà, on a cultivé une dizaine d'hectares de blé depuis 3 ans. Et donc depuis 1 an maintenant, on transforme aussi le blé dans une meunerie qu'on a installée ici. Et on a fait un appel à dons pour pouvoir s'approprier les machines. Et voilà, du coup ça a marché, on a un moulin et une buterie. Et voilà, du coup tout est... On va dire tout peut se faire ici, quoi. On a de la semence jusqu'au pain, tout est fabriqué sur la ZAD. Et ça c'était aussi un de nos objectifs, quoi, de faire qu'il y ait une autonomie sur au moins la question de la boulangerie, du pain et de la farine. Après évidemment il y a d'autres aliments qui sont produits ici et ça fait partie des projets politiques de la ZAD, quoi. C'est d'arriver à être autonome sur certains aliments, sur certaines productions. Et donc ce pain, il est distribué à prix libre ici. On a la farine qui arrive dans le sac ici et le son qui est trié à côté. Et le son qui est donné pour les cochons de la ZAD. Donc là on voit la farine là. Je suis sur la deuxième. Au départ, quand tu prends au départ et que tu rassembles les bords, voilà, on va monter là, ok. Ensuite, tu vas essayer d'avoir la boule au-dessus, tu vois. Vu que tu as rassemblé, de l'autre côté, tu as... Et du coup, tu peux pousser l'intérieur avec tes doigts. T'as les mains trop volantes. J'ai trop coupé. Le pain est disponible ici au Fosse Noire, à côté dans la pièce de vie. Il est disponible à prix libre
pour tous les gens qui passent, pour tous les habitants de la ZAD, pour tous les gens qui habitent à côté ou autour et qui veulent venir chercher du pain. Du coup, tout le monde peut venir ici pour chercher du pain. Du coup, que ce soit ici au Fosses Noires ou au No Marché, le pain il est disponible à prix libre. Ce qui fait que les gens qui ont les moyens ou que les gens qui n'ont pas les moyens peuvent prendre le pain et c'est pas, voilà. Nous on fait du pain, c'est pas une question d'argent pour y avoir droit, quoi. Oh la vache! Bienvenue à la fromagerie de Bellevue. Ici, on ne travaille pas, on fabrique nos vies. Un petit mot sur les fromages, le fromage blanc, la crème fraîche, le yaourt, le beurre et bien sûr le lait qu'on partage avec vous. Aujourd'hui, on a 5 belles vaches, Face, Loulou, Étoile, Camille et Trottinette, qui donnent une quantité variable de lait que l'on transforme matin et soir. Elles pâturent sur les terres occupées de Bellevue et sont prêtés par des paysans en lutte depuis fin décembre 2012. Ce qu'on fait avec le lait est mis en partage dans un frigo commun. Parfois, le frigo est plutôt plein, parfois plutôt vide. Tout ce que vous y trouvez est à votre disposition. Chaque vendredi se tient au carrefour libéré de la Saulce de 17h à 19h, le non-marché. On y ramène ce qu'on fait ici, mais il y a aussi du pain, des légumes et autres, ramenés par d'autres collectifs qui cultivent la zone. Nous ne sommes pas des agridiplômés et ne comptons pas le devenir. On n'a pas une installation conforme aux normes en vigueur. On apprend sur le tas. La traite, la fromagerie. Ici, tout cela ne serait pas possible sans les coups de main, la transmission des savoir-faire, les dons, l'implication de tout plein de personnes dans cette lutte. C'est aussi ce qui nous est important à Bellevue. Un brassage et une confrontation entre des mondes qui ne se rencontrent pas très souvent, avec toutes les richesses que ça apporte. On n'est pas là pour vendre du lait, mais pour contribuer à nourrir les résistances multiples, par des tentatives de s'organiser, pour vivre et lutter dans ce bocage contre la métropole, la marchandise, pour défendre des terres, des rêves, des souvenirs, des possibles, pour partager des fromages, des idées, des messages, des massages, des astuces, des connaissances, des émotions, des armes, des recettes, des doutes et des désirs. Signé Les Treillereuses. De ceux qui s'opposent ici ou là en France à un barrage, à un aéroport, à un centre hôtelier, avec des gens, des jeunes souvent qui occupent ces zones. Est-ce qu'avec quelques années de moins, vous pourriez être parmi eux? Est-ce que vous auriez pu être un zadiste, Pierre Rabhi? Non, je continue à dire qu'il faut aménager les territoires en prenant en compte ce qui est dans la durée, ce qui est le fondement de la vie. Je veux dire, on ne peut pas vivre dans du béton, il faut bien de la terre pour se nourrir. Donc il y a à prendre en compte dans l'aménagement ce qui est pourvoyeur de vie. Et chaque fois qu'on bétonne de la terre qui peut nourrir les gens, qu'on démolit des paysages, etc., on s'en prend directement à ce qui est fondamentalement auquel nous devons, vous et moi, la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut que les aménagements soient étudiés suffisamment pour faire le maximum pour épargner la vie. Voilà, et là je suis d'accord avec eux, et je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et qu'on a besoin de terres nourricières, qu'on a besoin de forêts, qu'on a besoin de toutes ces choses-là, parce qu'elles sont beaucoup plus durables que nous. Nous passons tous, mais il faut aussi transmettre aux générations futures un monde vivable, et non pas un monde détruit.
si on ne m'opère pas rapidement, je peux perdre ma main. J'ai fait, selon moi, un acte citoyen qui était d'aller descendre dans la rue pour dénoncer en fait un projet inutile. J'imaginais jamais qu'on puisse me tirer dessus. À aucun moment, en fait, tout au long de la manifestation, j'ai été une menace ou agressif envers les forces de l'ordre. Ma question s'adresse à Madame Ségolène Royal. Avant de poser cette question, et je sais que les avis divergent souvent au sein de notre Assemblée sur la politique à mener en matière d'écologie, mais je suis persuadée qu'ici, tous les membres de cette Assemblée déplorent la mort injuste de Rémi Fraisse. Le groupe écologiste souhaite donc consacrer une minute de cette question à une minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature. Madame Duflot, il est de tradition dans notre hémicycle de saluer par une minute de silence les décès survenus parmi nos forces armées ou parmi les otages. Donc je vous demande de poursuivre votre question. L'objectif, alimenter un immense fichier secret de tous les militants qui s'opposent au grand projet. Le FPASP, pour Fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique. Il regroupe les zadistes, les militants radicaux, mais aussi les opposants traditionnels. Dedans, vous mettez aussi bien les non-violents que les violents. Oui, après, c'est pas un fichier en vrac, voilà, c'est segmenté. Mais à partir du moment où un mec est fiché, il y a sa fiche qui est attachée. Et puis si vraiment il est dangereux, on le met dans un autre fichier qui s'appelle le fichier de la sûreté de l'État, c'est la fiche S. La fiche S, c'est celle qui est attribuée aux terroristes islamistes potentiels. La fiche S, j'avais entendu pour les terroristes. Les écolos aussi? Avec le président de la République, nous n'avons qu'un seul objectif. Celui de protéger les Français contre les graves difficultés que rencontrent aujourd'hui plusieurs pays européens. Je crois que désormais nos concitoyens sont conscients des risques que font peser les déficits et l'endettement sur notre vie et sur notre avenir. Le mot de faillite n'est plus un mot abstrait. Notre souveraineté économique, financière et sociale exige des efforts collectifs et prolongés et même quelques sacrifices. De nouvelles mesures. Objectif, économiser 7 milliards d'euros dès 2012 et 17,4 milliards sur la période 2012-2016. Parmi les mesures phares figure la hausse ciblée du taux réduit de la TVA, porté de 5,5 à 7% dans la restauration et les travaux de rénovation dans le bâtiment. Une mesure que dénoncent les organisations du secteur de la restauration. Je dis simplement, attention, qu'aujourd'hui cette étape, ce ne soit pas 7% pour passer demain à 8, à 9, à 10 ou quoi. Je crois qu'il faut être... La décision est difficile, elle nous paraît raisonnable, n'allons pas plus loin. Autre annonce importante, celle de la réforme des retraites votée en 2010. Son calendrier sera resserré, l'âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans sera avancé de 2018 à 2017, mesure qui représentera une économie de quelques 200 millions d'euros en 2012 selon François Fillon et d'un peu plus de 4,4 milliards d'ici à 2016. Des mesures dénoncées par le Parti socialiste. Nous avons donc une grande opération de mystification sur qui est responsable de ces déficits, mais nous avons une opération beaucoup plus grave, je le dis, de dilapidation du modèle social français. À noter également des mesures symboliques comme le gel des salaires du président de la République et des ministres jusqu'au retour à l'équilibre des finances.
Des annonces qui visent à rassurer les marchés et les agences de notation afin de conserver le fameux AAA de l'État français mis sous surveillance par l'agence de notation Moody's. La mort d'un jeune manifestant sur le site du barrage de Sivins provoque une violente polémique entre les écologistes et le gouvernement. La députée Cécile Duflot s'en est prise aux forces de l'ordre et parlait de tâches indélébiles sur l'action du gouvernement. Le procès des 9 militants de la Confédération paysanne jugés pour dégradation de la ferme des 1000 vaches s'est ouvert à Amiens. Des centaines de manifestants venus de toute la France ont afflué devant le palais de justice pour apporter leur soutien. Ils entendent retourner ce procès pour en faire celui de l'industrialisation de l'agriculture, alors que la grande ferme de Druca, située dans la Somme, a commencé à fonctionner avec pour l'instant 500 vaches. Ce communautarisme reconnu dans toute sa majesté, c'est la tyrannie des minorités. Et la tyrannie des minorités, mes chers amis, fait reculer chaque jour davantage la République. Si une poignée de lycéens bloque un lycée, si une poignée de zadistes bloque la construction d'un aéroport nécessaire au développement économique de toute une région, il faudrait se résigner et subir. Eh bien, moi, je vous le dis, je n'accepte aucune de ces résignations. Vous dites dans ce livre, regretter qu'on vous compare à Margaret Thatcher. Pourquoi, finalement, elle c'est le contraire. Elle avait adressé. Non, c'est le contraire. Thatcherisme, on vous dit. Non, c'est le contraire. Je dis que ceux qui croient me faire de la peine en me comparant à Margaret Thatcher se trompent parce qu'ils me font plaisir. Voilà. Merci. Parce que Madame Thatcher a redressé son pays, ce qui ne sera pas le cas de François Hollande quand il quittera le pouvoir. L'héritage économique de Margaret Thatcher reste très controversé aujourd'hui au Royaume-Uni. Les successeurs de la Dame de Fer, Tony Blair et David Cameron, ont repris à leur compte une partie de l'héritage Thatcher en mettant en avant l'initiative individuelle, la dérégulation et l'importance du secteur privé dans l'économie. Écoutez l'ancien ministre de la Santé de Margaret Thatcher. La grosse part de son activité a été d'adopter une économie de marché et de se débarrasser de l'héritage qu'on avait essayé de conserver. Une industrie anachronique, lourde et génératrice de pertes, ainsi que les pratiques de l'industrie étatique. Et elle a affronté les corporatismes, elle a affronté la City londonienne. Elle pensait que les gens doivent être responsables de la façon dont ils gèrent les choses. Et si je regarde en arrière, je crois que la principale tâche qu'elle a accomplie a été de moderniser le pays. L'avis de Ken Livingstone, l'ancien maire de Londres et ancien député travailliste, est bien sûr très différent de celui de Kenneth Clarke. La crise que nous vivons aujourd'hui, c'est l'héritage du thatcherisme, tout comme la crise aux États-Unis, c'est l'héritage de Reagan. Nous avons besoin d'une société plus juste, nous avons besoin d'une économie dotée d'investissements élevés, de hautes compétences. Il n'y a pas d'autre chemin pour sortir de la crise. Le gouvernement Thatcher avait décidé en 86 le Big Bang, la dérégulation spectaculaire et brutale du secteur financier. La crise a entraîné le retour de la régulation. Si les privatisations de l'époque ont donné naissance à de puissants groupes, l'industrie du Royaume-Uni a décliné et est passée en partie sous pavillon étranger. Nous demandons l'évacuation de la ZAD, qui est devenue une zone de non-droit, parce que nous voulons que le Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, puisse être enfin doté d'un aéroport qui soit à la hauteur de notre développement économique. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous avons donc 178 décisions de justice. Et parmi elles, les plus hautes instances se sont penchées, comme le Conseil d'État, comme la Cour de cassation, sur le sort de Notre-Dame-des-Landes. Toutes les 178 décisions de justice ont toutes été dans le même sens, favorable au transfert de l'aéroport. Et ensuite, nous avons eu un référendum, une grosse participation, un résultat clair et net. Alors, je le dis tout net, notamment vis-à-vis du président de la République. Désormais, l'évacuation pour commencer les travaux, cette décision-là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les années Thatcher commencent, elles vont changer le pays. Son objectif, redresser l'économie. Elle mène une politique ultralibérale, privatisation, taille dans les budgets sociaux. Elle est inflexible avec les syndicats, symbole de sa fermeté, la longue grève des mineurs en 1984-85 qui lui vaudra son éternel surnom de Dame de Fer. Inflexible, Margaret Thatcher l'est aussi sur la souveraineté britannique. En 1982, la reconquête des Malouines à l'Argentine en 3 semaines lui permet de redresser sa popularité. Maggie enchaîne 3 mandats de suite. Ultralibérale, atlantiste convaincue, elle est très proche du président américain d'alors, Ronald Reagan. Anticommuniste, opposée à l'URSS, elle adopte d'emblée en 1985 un ton pragmatique avec le nouvel homme fort de Moscou, Mikhail Gorbatchev, l'homme de la perestroïka et de la glasnost. Sur le plan européen, la Dame de Fer conçoit l'Europe comme un outil pour accélérer le libre-échange et garantir la concurrence. Elle refuse
toute idée de super-État européen et exige de la CEE d'alors le célèbre chèque d'1 milliard de livres sterling pour la contribution britannique. Elle obtiendra sa restitution en 1984. L'explosion des inégalités sociales et régionales et les dissensions au sein des Tories lui vaudront finalement d'être remplacée par John Major en novembre 1990. En 2004, elle assiste aux funérailles de son ami Ronald Reagan. Le 10 décembre 2006, elle se dira profondément attristée par la mort d'Augusto Pinochet, son allié depuis la guerre des Malouines et le soutien du dictateur chilien à la Grande-Bretagne contre l'Argentine. Elle lui rendra d'ailleurs plusieurs fois visite pendant sa mise en résidence surveillée à Londres en 1999. Les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Connaissant bien François Hollande, l'ayant vu à Marrakech, j'avais senti qu'il y avait chez lui quelque chose qui était installé. Une cassure ? Une cassure. Blessure ? Blessure aussi. Et en tout cas, quelque chose qui éteint une flamme que je connaissais. À partir de là, j'ai essayé de faire en sorte d'être comme je l'étais depuis 26 ans à ses côtés, de respecter ce qu'il est. L'honnêteté de François Hollande, c'est d'avoir dit ce qu'il a fait et ce qu'il a fait de bien. L'honnêteté de François Hollande, c'est d'avoir dit aussi qu'il avait des regrets, en particulier sur la déchéance de nationalité. L'honnêteté de François Hollande, c'est de dire que dans ces conditions, il ne pouvait pas être candidat. Donc moi, 26 ans à ses côtés, je suis fier de ce qu'il a fait et de ce que nous avons fait. Je sais une chose, c'est que la politique qu'il a conduite, il l'a fait avec le souci de la justice, avec le souci de la France, avec le souci de l'État. Je connais François Hollande depuis longtemps. Et je disais honnête, et cette honnêteté, souvent, elle est masquée, elle peut être contrariée lorsqu'il est face à des individus qui sont déterminés, qui sont aussi dans la contestation, dans sa relation. Il a ce côté difficile à saisir. Combien de fois j'ai entendu ces mots? Eh bien, ça fait partie aussi d'un personnage qui, par rapport à ce trait de caractère et à cette manière d'être, a souvent été pas compris, mais au fond, il est honnête. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut rappeler. Il a les qualités de l'honnête homme du XVIIe siècle qui sont catastrophiques pour un président de la République. Il sait écouter les gens, il sait ne pas trop s'imposer, il a l'intelligence des points de vue les plus divers, mais tout ça, c'est bien gentil, mais quand on a l'intelligence de tous les points de vue divers, on a beaucoup plus de mal à trancher, à décider. Il est peut-être trop intelligent pour la fonction. Pour les deux journalistes du Monde, un épisode est révélateur. Après les attentats du 13 novembre 2015, il rencontre un homme profondément touché, plus grave, qui ne sera plus le Hollande jovial qu'il connaissait. Il nous dit à un moment, mais les victimes, c'est comme mes enfants. C'est vraiment comme mes enfants. Il dit, je le pense vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi? Eh bien parce que c'est des gens qui sont morts, qui étaient plutôt de la génération de ses propres enfants. Ses enfants sont familiers du quartier. La présidence de François Hollande traversa une vague d'attentats sans précédent dans la Ve République. 2015, année noire. Il fallut pourtant gouverner, continuer d'amener le pain, l'eau, le boulot, l'adaptation de l'économie qui rencontra l'opposition d'un grand nombre de travailleurs, et continuer de préserver la paix et la sécurité face à la nébuleuse d'un terrorisme dont le danger vint tant de l'intérieur que de l'extérieur, toujours caché, appelant toute action, toute vigilance, totale de la part de l'État et peut-être totale de la part du peuple entier. Sachant que lorsque l'attentat arrive, rien n'est possible. Que le tout renseignement ne suffise pas et que trop de renseignements puissent nuire aux libertés de chacun. Lutter contre le terrorisme resta la priorité de sécurité publique du mandat de François Hollande.
la mort est la mort. Le handicap, la privation définitive d'une liberté naturelle portée par notre propre corps, en son état de santé naturelle. Que cherchons-nous? Vie, santé, paix. Les trois, rien d'autre, mais les trois. La destruction d'un espace naturel et nourricier soustrait-elle à la vie, à la santé? Regarde la terre. Tu l'achètes, tu construis, elle vaut 1000 fois son prix. Tu élèves les étages, tu multiplies. Tu as le savoir-faire, tu as l'apport, tu auras les crédits. C'est à toi de le faire, sinon autrui. Quand des paysans ne vendent pas, l'argumentaire est simple. C'est la maille de l'emploi. C'est le métier à tisser du tissu social et économique. C'est d'intérêt commun, d'intérêt public, d'intérêt général. Et puis, il y a les enquêtes d'utilité publique. Et le juge, les ordonnances du juge. Il y aura sans doute aussi une opposition paysanne et citoyenne, solidaire, écologiste. Mais comment en être si c'est entendre plus tard, découvrir, être informé de la mort de Rémi Fraisse la nuit du 25 au 26 octobre 2014? Comment y adhérer si c'est entendre que dans les montées de violence, dans la confrontation des manifestations à la police, faisant respecter les ordonnances des juges, dans les montées de violence, donc, tel ou tel manifestant a perdu un œil à cause d'un tir de flashball de la police qu'il a reçu au visage. C'est arrivé 3 fois dans les manifestations. Et toutes ces violences que nul ne sait parce qu'il n'en a pas entendu parler. Telle personne qui veut éloigner une grenade de désencerclement, telle celle qui a tué Rémi Fraisse au Sivins, l'attrapant avec la main ou en shootant dedans au moment où elle explose. Comment y adhérer? Peut-être que tout se passe quant à ces constructions au moment des enquêtes d'utilité publique. Peut-être que tout dépend d'une mobilisation stratégique, volontaire, immense, de la part des associations et éventuellement des zadistes qui y seraient. Peut-être que tout dépend de cette capacité de marketing direct, de tractage dans les marchés et dans les lieux de grand passage, de porte à porte, visant à entraîner chaque personne concernée à aller dire son avis, une fois bien informée, aux enquêtes d'utilité publique. De dire son avis négatif, de dire non, je ne suis pas d'accord, à cause de l'impact qu'aura cette grande structure, construite près de chez moi. Peut-être que tout dépend de cette mobilisation au moment des enquêtes d'utilité publique. Mais comment adhérer à tel ou tel mouvement de contestation? Quand c'est pour découvrir que la confrontation aux forces de l'ordre emmène des citoyens à être blessés irréversiblement et handicapés, ou à mourir. À savoir que l'alternance républicaine qui attend à l'orée du bois les prochaines élections présidentielles veut bien plus de fermeté que la présidence de François Hollande. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est pour moi un symbole de l'impuissance. Moi, président, j'applique la loi. Voilà, j'applique la loi. On ne sait pas quelle est la loi, puisqu'il y a un appel qui est lancé. Là, comme par hasard. Peut-être que le tribunal, comme par hasard. Peut-être que la cour d'appel. Ça fait 40 ans que toutes les majorités défendent cet aéroport, de droite comme de gauche. Ça fait 40 ans que tous les élus locaux, maire de Nantes, maire de Saint-Nazaire, élus du département, etc., défendent cet aéroport, qui a vocation à devenir d'ailleurs le grand aéroport de l'Ouest français. Il y a eu plusieurs centaines de recours. Ils ont tous été rejetés par les tribunaux. Il y a eu un référendum un peu baroque décidé par François Hollande qui a été gagné.
Et au moment où on va évacuer le terrain, en principe, il y a tout d'un coup un nouveau recours avec, comme par hasard, un procureur le ministère public qui propose l'arrêt des travaux. Ça sent quand même l'opération montée. La justice est manipulée là. En tout cas, j'ai un vrai doute, quoi, parce que j'aimerais qu'on m'explique pourquoi tous les recours précédents ont été refusés par les tribunaux. Mais les petites grenouilles, elles existaient avant, à ma connaissance. Et donc on évacue de manière un peu musclée s'il le faut, bien on sûr. évacue. Alors, non seulement on évacue de façon musclée, mais enfin, on est en présence d'un truc invraisemblable. On a des hors-la-loi qui occupent un territoire de la République, qui contrôlent les identités. J'ai voulu y aller il n'y a pas très longtemps. J'ai pas pu rester plus de 10 minutes avant que ces fous furieux n'arrivent. Et il n'y a pas très longtemps, ils ont attaqué un fourgon de gendarmerie. Ils ont sorti les gendarmes, ils ont brûlé le fourgon. Personne ne les poursuit. Mais c'est un comment dirais-je, un symbole de l'impuissance de l'État qui est absolument terrifiant. On va reprendre. Sûr qu'on continue la lutte. Regardez, on n'a qu'à écouter ce qu'a dit la rapporteure publique. Elle a été explicite sur l'illégalité. C'est un fait. Il faut comprendre le fait rarissime que la Cour tourne le dos au rapporteur public quand la démonstration est aussi forte, est aussi ferme. Et encore une fois, tout est vérolé et biaisé depuis le début dans ce projet. Et là, moi, je regrette que visiblement un contexte politique ait pesé très très lourdement sur le rendu de la Cour d'appel. On a 2 mois pour faire un pourvoi en cassation. Ce pourvoi, on va y travailler. On est convaincu de nos arguments, tant au démarrage de cette action, mais également à la lumière des conclusions du rapporteur public. Donc oui, le principe est acquis. Nous avons 2 mois pour rédiger ce recours. Depuis le début, vous savez bien que cet aéroport serait en construction, malgré tous nos recours juridiques et malgré tout notre travail, s'il n'y avait pas eu une opposition sur le terrain. Cette opposition, elle n'est pas prête de s'arrêter et je crains fort que ce type de jugement ne fasse que renforcer d'ailleurs ceux qui se disent qu'il n'y a plus grand-chose à espérer dans cette France de début du XXIe siècle. Depuis le mois de janvier, on a peur d'être expulsés tous les jours, madame. On a préparé avec nos enfants, voir comment faire pour quand on serait envahi, pour qu'ils puissent continuer à l'école, etc. Bien sûr qu'on vit dans cette peur-là. S'il y a intervention, il y aura, bien sûr, les agriculteurs viendront participer à la résistance. Il y aura plein de gens qui viendront participer à la résistance. Et je pense plus encore aujourd'hui qu'hier, vu le résultat et vu le sentiment de frustration générale qu'il y aura. Pour moi, ça serait une catastrophe écologique, environnementale. D'autant plus que c'est une réserve, parce que c'est un milieu qui est humide. Et on a tellement drainé aux alentours, on a eu la chance qu'il n'y a pas eu le droit. Et du coup, aujourd'hui, c'est naturel, il faut le préserver de façon naturelle. Et je ne connais pas tous les hadiths, bien sûr. Et dans ceux que je connais, c'est une volonté aussi de ne pas détruire ce milieu. Donc pour moi, c'est une grande chance. Voilà. Moi, je suis trop vieux pour aller là-bas, mais je le soutiens à 100% dans ce domaine-là, à 100%. Juste en faisant un aéroport, ils vont juste tout massacrer, tout l'écosystème et toutes les biodiversités. Avec un aéroport, ils vont polluer en profondeur, là, ça sera pollué par des centaines et des centaines d'années. La loi sur l'eau a prévu de ne pas détruire les zones humides, sauf si l'on n'a pas d'alternative possible à la destruction. Et quand on a prouvé qu'on n'a pas d'alternative à la destruction, on doit compenser la destruction en recréant, en principe, le double de superficie détruite. Il y en a déjà pas mal en France, des zones de compensation qui ont été faites. C'est que des arbres qu'ils ont mis en ligne droite, les arbres ils poussent pas, il n'y a personne qui s'en occupe, c'est tout pourri, c'est hardcore. Et il n'y a rien que la moitié des trucs c'est mort et tout, et c'est une zone de compensation. Le paradoxe aussi, c'est que l'alternative qui consisterait d'abord à utiliser l'existant, c'est-à-dire l'aéroport actuel, qui peut tout à fait être optimisé, cette alternative n'a pas été étudiée. On l'a balayé d'un revers de main depuis 2003, depuis le moment du débat public, puis en 2007 au moment de l'enquête d'utilité publique. On n'a pas voulu regarder l'alternative possible de l'optimisation de Nantes Atlantique. Notre-Dame-des-Landes est en fait une vaste zone humide, carrément en totalité, 98%. C'est une sorte de gigantesque éponge où l'eau qui tombe du ciel va faire naître des sources qui vont donner des petits rues, puis des ruisseaux, puis des rivières, et sur 2 bassins versants, au nord vers la Vilaine, au sud vers l'Erdre. Donc c'est une sorte de réservoir d'eau qui ensuite fait naître les sources et les ruisseaux.
La biodiversité de ce site est exceptionnelle pour deux raisons. D'abord parce que c'est effectivement ce qu'on appelle une tête de bassin versant, donc une sorte de château d'eau en amont de tout. Et donc il y a des espèces particulières dans les zones humides qu'on n'a pas ailleurs. Et puis la deuxième particularité de ce site, c'est qu'on n'y a pas détruit le bocage. Et on a donc un bocage rélictuel, c'est-à-dire ce qui n'existe plus nulle part ailleurs, où on a rasé les haies, où on a agrandi les champs, où on a drainé les sols. Ici, on a une biodiversité très particulière grâce à cette préservation des haies. Sur Notre-Dame-des-Landes, on a un nombre de kilomètres de haies stupéfiant. La ZAD, on pourrait dire que c'est une coévolution entre des écosystèmes et des pratiques humaines. Donc c'est une coévolution harmonieuse, c'est-à-dire que l'homme s'est adapté au terrain, notamment au fait que ce soit une zone humide, et puis vous avez l'écosystème, eh bien, qui se sont adaptés aux pratiques culturelles des hommes, dans une relative harmonie, ce qui fait que vous avez des écosystèmes relativement complexes. Et notamment tout ce bocage, ce réseau très dense de haies, ça c'est un des éléments qui contribue à la biodiversité, justement, en attirant des espèces qui viennent se nourrir sur place. Poser un aéroport sur ce site, ça veut dire détruire des terres agricoles qui seront nourricières et qui sont nourricières. Cela veut dire détruire des espaces naturels avec une biodiversité dont nous avons besoin et dont on sait qu'elle s'érode partout. Et c'est aussi un gaspillage d'argent public. Pour moi, ça serait une catastrophe écologique, environnementale. D'autant plus que c'est une réserve, parce que c'est un milieu qui est humide. Et on a tellement drainé aux alentours, on a eu la chance qu'il n'y a pas eu le droit. Et du coup, aujourd'hui, c'est naturel, il faut le préserver de façon naturelle. On est devant des apparences de démocratie. Le ministère de l'Environnement et le préfet ont nommé, eux, ils les ont choisis. Ils n'ont demandé l'avis de personne, ils ont choisi des experts internationaux des zones humides pour demander si les études étaient correctes et si les mesures compensatoires étaient correctes. D'un avis unanime, l'ensemble de ces experts a dit « ces mesures sont mauvaises, ça ne peut pas fonctionner ». Ils ont été relayés par le Conseil national de la protection de la nature qui a dit « il faut au moins 2 ans d'études pour voir mieux comment les choses se passent, comment cette zone humide fonctionne » et il s'est prononcé contre le projet tel qu'il était présenté. Mais le préfet s'est assis là-dessus. Il a signé son arrêté. Aujourd'hui, en 2016, les inspecteurs qui ont été nommés par Ségolène Royal viennent de reconnaître que l'optimisation de Nantes Atlantique n'a pas été étudiée. Donc normalement, ça devrait faire tomber toutes les procédures. Et le gouvernement continue à poursuivre ce projet. On sait maintenant qu'on a détruit à tort le bocage un peu partout. On sait quelle est la valeur de ce bocage. Je crois vraiment que nous n'avons pas le droit de détruire de manière irréversible. Je suis très frappée par les destructions irréversibles. Si on détruit cette zone, c'est terminé. On ne la retrouvera jamais. Et les mots irréversibles, jamais, doivent être, je crois, maintenant au cœur des préoccupations quand on veut penser l'avenir. Refusé par les tribunaux. Mais les petites grenouilles, elles existaient avant, à ma connaissance. Et donc on évacue de manière un peu musclée s'ils le font, bien on sûr. évacue. Alors, seulement on évacue de façon musclée, mais enfin... Ben voilà, dans ce champ, on a des pains de maïs exceptionnels. Voilà. La terre, elle a mis des milliers d'années à se faire, et eux, en 6 mois de temps, ils vont vous bétonner tout ça, et après c'est irréversible, c'est fini. Vous aurez votre béton, et après c'est fini. Je peux même pas expliquer ce que ça fait, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, horrible. Depuis toujours, les agriculteurs façonnent nos territoires. La France, première puissance agricole d'Europe, c'est à eux qu'elle le doit. Mais à Gonesse comme ailleurs, leurs terres sont menacées. Immeubles, routes, parkings, centres commerciaux. Chaque année dans l'Hexagone, 60 000 hectares de surfaces agricoles disparaissent sous du béton. 20 mètres carrés par seconde.
C'est comme si tous les 6 ans, le département du Rhône était rayé de la carte. Pourquoi les terres agricoles sont-elles si souvent sacrifiées? Quelle est la responsabilité de nos élus et de l'État? C'est pas parce que c'est l'État qui le fait que c'est forcément toujours très bien. On va intervenir, on va retirer votre portail. Ah non, vous n'avez pas le droit. Quelles sont les conséquences? Ils veulent tuer l'agriculture, ils veulent tuer les petits agriculteurs. Sans l'agriculture, sans les paysans, demain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Demain, il sera peut-être déjà trop tard. La destruction des terres agricoles et naturelles pour ces grands projets spolie le droit d'entreprise et du travail dans le domaine rural. En raréfiant les terres, elle rend l'installation de nouveaux paysans d'autant plus difficile. En expropriant les paysans périns, elle détruit leur emploi. Terrain de germination des zones à défendre. Néanmoins, c'est la majorité votante qui définit la direction de la République et le bras de son autorité qui est la police. Un dernier mot comme une prière, nous n'avons que notre santé. Chacun d'entre nous n'a que sa santé. Sa santé fait sa vie, sa santé fait ses projets de vie, tant individuels que de société.